La technologie progresse à une vitesse délirante, à tel point que nos émotions et nos institutions ont de la peine à suivre. Cette situation entraîne un nombre de dangers jamais vus dans l'histoire de l'humanité. Il semble que nous soyons à un siècle particulièrement charnière, pouvant aussi bien aboutir à l'utopie qu'à l'extinction. Mais alors, que sont ces dangers qui nous guettent, et que faire pour atténuer le risque de leur réalisation? Pour en discuter, je serai accompagné de Jean-Loup Fourquet, ingénieur de formation, vulgarisateur et journaliste sur les grands problèmes sociétaux. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Du coup, pour commencer, je sais qu'il y a une phrase qui te tient particulièrement à cœur, qui est la phrase d'Edward Wilson, qui dit que le plus grand problème, le problème fondamental de l'humanité, c'est qu'on a des émotions paléolithiques, des institutions moyenâgeuses et des technologies divines. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi est-ce que tu attaches particulièrement d'importance à cette phrase? C'est marrant, Doc. Ouais, alors c'est vrai, t'as raison, t'as bien fait ton enquête. C'est une phrase que j'adore. Je pense qu'elle est intéressante à deux titres. Alors, le premier, c'est qu'elle fait partie de toutes ces citations qui dénoncent ou soulignent, tu sais, le décalage qu'il y a entre la puissance qu'on a et la capacité à la maîtriser. Et en fait, des citations qui vont dans ce sens, il y en a plein, hein. Il y en a une autre de Paul Valéry qui est marrante, qui dit l'homme c'est très souvent ce qu'il fait, il sait plus rarement ce que fait ce qu'il fait. Enfin voilà, t'en as plein, tu sais, qui vont dans ce sens. T'as un philosophe, Bergson, qui avait dit la même chose, qu'en fait il nous manquait un supplément d'âme, etc. Tu vois, qui souligne toujours ce décalage-là. Mais dans la manière de le souligner, je trouve que la citation de E.O. Wilson, elle est meilleure. Ou alors, une autre très connue aussi, c'est Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, Hmm. qui dit la même chose. Mais dans celle de E.O. Wilson, elle est plus puissante parce qu'en fait, non seulement elle souligne cette différence, mais elle souligne un peu les différents étages de cette différence. Et quelque part, elle nous donne du coup trois pistes de solution. Parce qu'en fait, la citation, elle dit donc le plus gros problème, c'est qu'on a des émotions paléolithiques. Donc en fait, elle est en train de dire que nos émotions sont pas forcément alignées avec comment elles devraient fonctionner dans le monde moderne. C'est-à-dire qu'en fait, nos émotions, elles sont issues d'un monde qui, en partie, n'existe plus. Ensuite, elle dit on a des institutions médiévales, la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait des institutions justement pour encadrer ces émotions paléolithiques dans certains contextes, mais du coup, on a une législation qui est médiévale au sens où elle permet d'encadrer ces émotions qui sont encore plus vieilles, mais d'une manière qui est encore un peu trop vieille. Et voilà, et on a une technologie qui avance, comme tu l'as dit dans l'intro, de manière très très rapide. Et donc, voilà, on a nos émotions et nos institutions qui ont du mal à suivre cette technologie qui est surpuissante. Donc voilà, j'aime bien parce que voilà, elle souligne un vrai problème que d'autres citations soulignent, mais elle le fait d'une manière qui est quelque part hyper pédagogique. Mhm. Et justement, à quelque part, pour réaligner un peu cette conscience de l'humain, cette sagesse avec notre capacité technologique hyper grande, il me Ouais. semble que tu as notamment contribué à Homo Coscientis. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot de ce projet? Non, en fait, c'est pas vraiment un projet, c'est dans le sens. Il y a un moment, du coup, moi j'ai eu trois carrières un peu différentes. J'ai fait 5-6 ans où j'ai été ingénieur un peu classique. Hmm. Après, pendant quelques années, on a fondé une Scope, une société coopérative, et on faisait du conseil et de la formation en développement durable et ce genre de choses. Et après, comme toute bonne coopérative, on est tous tombés d'accord qu'on n'était pas d'accord et je suis parti. Et à ce moment-là, en fait, je me suis mis surtout à faire de la transmission sur les sujets qui me tenaient à cœur. Hmm. Et il fallait trouver un nom un peu de marque pour une structure en fait où j'allais facturer et faire des formations en fait, alors que ce soit dans les écoles d'ingé ou dans les entreprises. Et en fait, à ce moment-là, effectivement, ma réflexion c'était de me dire que le problème, c'est que, en tout cas, mon analyse à l'époque, et je pense qu'elle a un peu évolué, mais la base reste un peu la même, c'est que il fallait qu'on passe un cap de, en gros, de Homo sapiens à Homo conscientus. Et c'était de se dire qu'il fallait que, globalement, on soit un petit peu plus conscient
des enjeux et des problèmes qui nous mettaient vraiment en danger, quoi. Donc, en gros, c'était de dire que nos émotions aujourd'hui, effectivement, par exemple, je vais avoir très très peur d'une araignée derrière moi, alors qu'en fait, cette émotion de peur qui va être déclenchée par l'araignée, elle n'est pas du tout rationnelle par rapport aux vrais trucs qui me mettent en danger en ce moment. Et par exemple, il faudrait sûrement que je réagisse beaucoup plus à un sujet comme les développements de l'intelligence artificielle ou le changement climatique, plutôt qu'une araignée qui, a priori, je m'y connais pas très, très bien en araignée en Europe, mais il y a très très peu de chances que ça soit un danger pour moi. Et donc du coup, c'était de dire ça, c'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, justement, en faisant référence à cette phrase de E.O. Wilson, il faut qu'on réaligne nos émotions, nos institutions et notre technologie. Et donc du coup, voilà, il y a trois manières de le faire, selon E.O. Wilson, et je trouve que c'est assez vrai. C'est soit on fait en sorte de développer d'autres émotions, et dans ça, par exemple, il y avait un livre qui était hyper intéressant où le type il disait, alors je sais plus comment il s'appelle l'auteur, mais en gros le titre en anglais c'est A Case Against Empathy, et il disait en fait un argument contre l'empathie et pour la compassion. Et en fait son principe de ça, c'est de dire l'émotion de l'empathie, elle n'est pas alignée avec nos besoins actuellement, parce que l'empathie, ça serait, selon lui, une émotion qui est court-termiste, c'est-à-dire qu'elle ne dure pas dans le temps, elle est localisée géographiquement, et par exemple, on va avoir très peu d'empathie pour quelque chose qui nous semble lointain. Par exemple, très peu d'empathie pour, au hasard, les Israéliens ou les Palestiniens en ce moment. Et c'est très court-termiste, c'est-à-dire qu'une fois que le conflit israélo-palestinien sera passé, le peu d'empathie qui a été généré par la couverture médiatique actuelle, peut-être va arrêter. Et va s'arrêter et va être orienté vers d'autres choses qui seront plus proches dans le temps et dans la couverture médiatique. Donc lui, il disait, non, en fait, il faut développer l'émotion de la compassion, qui est quelque chose de plus long terme, plus englobant, etc., etc. Et donc voilà, ça c'est le premier truc qu'on peut faire. Le deuxième truc, c'est de dire, il faut faire des institutions qui soient pas médiévales, c'est-à-dire il faut moderniser nos institutions pour qu'elles correspondent aux enjeux de notre temps. Et c'est pas avec la liberté de la presse qui a été les lois de la liberté de la presse de 1800, de la fin du 19e siècle qu'on va encadrer par exemple les algos de recommandation. Donc il faut qu'on ait des institutions qui soient modernes et il faut qu'on suive le peu de règles qu'on a aussi, ça c'est aussi un enjeu. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de règles qu'on ne suit même pas, donc avant d'en inventer de nouvelles, il faudrait déjà suivre celles qui sont là. Et troisième truc, c'est de dire peut-être qu'il faudrait qu'on ralentisse ou qu'on oriente différemment notre recherche et nos développements scientifiques. Et voilà, et Homo conscientus, c'était pour rassembler ça, quoi. Pour rassembler, de dire ça, c'est Homo conscientus, ça serait l'espèce humaine ou la société humaine plutôt, qui aura quelque part parcouru qui aura fait certains progrès dans ces trois axes-là, de sorte à pérenniser son existence, tout simplement. Ouais, c'est une grille d'analyse que je trouve hyper intéressante. Et quand on s'intéresse justement un peu aux grands enjeux de demain, etc., on voit que la quasi-totalité sont causées justement par une sorte d'incohérence entre justement nos institutions, nos émotions, et puis la technologie qui progresse à une vitesse complètement délirante, quoi. Exactement, et vraiment, c'est ça qui est particulièrement intéressant à cette citation, c'est que non seulement elle dit quelque chose qui dans le fond est juste et a déjà été dit, mais implicitement elle donne une grille de lecture que je trouve assez efficace. Tout à fait. Et un grand débat qu'il peut y avoir aussi autour des technologies, etc., c'est la neutralité finalement de la technologie. Est-ce que les technologies sont neutres ? On pourrait se dire, a priori, par exemple, simplement la technologie, c'est quelque chose qui va nous donner plus de pouvoir, comme un marteau, un outil ou je sais pas quoi, et puis que c'est à nous qui allons choisir qu'est-ce qu'on va faire de ce pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire de cet outil. Est-ce que toi, c'est une grille d'analyse qui te paraît pertinente ou pas particulièrement ? Alors moi, je la comprends même pas. Je comprends même même pas qu'on en soit entre guillemets encore là. Mais c'est vrai que, en fait, le gros exemple des gens qui sont les tenants de cette thèse, c'est de dire, regarde, avec une pelle, on peut creuser un trou pour planter un arbre et c'est génial, et on peut tabasser son voisin. C'est vrai. N'empêche que essaye de creuser un trou avec un revolver, tu vas pas y arriver.
Alors tu peux le faire, hein, mais ça va durer longtemps. Donc il y a quand même un truc où chaque technologie sous-tend des usages. Et donc quand on crée une technologie, déjà on a une responsabilité qui est évidente, qui est la responsabilité des usages pour lesquels on a pensé la technologie. Donc bon, quand j'invente une voiture, je suis quand même un petit peu responsable du fait qu'il y ait des gens qui vont rouler avec. Parce que c'est ce que je voulais faire avec cette tech. Et je pense qu'il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on est dans un moment où en fait la technologie, elle est tellement, les technologies nous augmentent tellement qu'on doit aussi essayer de voir quels sont les usages qu'on n'a pas forcément planifiés ou qu'on n'a pas forcément prévus, mais qui vont être induits. On doit avoir une réflexion aussi juste éthique en disant, ok, comment ces produits technologiques vont pouvoir être détournés et est-ce que nous, en tant que personnes qui créons des technologies, on ne peut pas non plus essayer de faire en sorte que ces détournements soient difficiles. Tu vois, donc, il y a deux crans. Moi, je pense que vraiment, la technologie, elle n'est pas neutre. Et je pense qu'on est doublement responsable. Une responsabilité qui est assez évidente, du coup, la responsabilité des trucs qu'on a prévus. Et je pense qu'on devrait même induire un petit truc où on devrait prendre plus de recul et essayer de voir encore, on n'est pas responsable aussi d'avoir fait le travail de... Attends, comment on va pouvoir détourner ça, quoi. Et c'est la vidéo qu'on a fait avec Victor, hein, de la Fabrique Sociale, la première de la série, où on essaie de montrer à quel point, en fait, les technologies, elles sont pas neutres. Et elles sont pas neutres. Il y a aussi un autre argument qui est encore plus large, qui est de dire, à partir du moment où la technologie, elle change la société, elle n'est pas neutre. Il y a un moment, en fait, une technologie, à partir du moment où elle se diffuse de manière très large dans une société, et à partir du moment où elle impacte, du coup, profondément la société, elle ne peut pas être neutre. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne, qu'elle est mauvaise, etc. Ça veut dire que juste, à partir du moment où elle change un peu les manières de vivre, elle est politique au sens large. Ça ne veut pas dire qu'une technologie, elle est LFI, ou elle est RN, ou elle est... Mais par contre, elle est politique au sens large, au sens où elle change et elle modifie nos usages. Ouais, donc finalement, l'argument des gens qui pourraient dire que la technologie est neutre, c'est que finalement, c'est un outil, on peut en faire ce qu'on veut, on peut en faire du bien ou du mal, globalement. Et toi, tu dirais, bah, finalement, pas tant que ça, dans le sens où les usages sont un peu prévus dans la personne qui a conçu cette technologie. Et en ça, les usages qui ont été prévus par cette personne, eux, ne sont pas neutres, quoi. C'est un peu exactement. ça. C'est exactement ça. Les usages qui ont été prévus par les concepteurs ou par la structure qui a conçu la technologie, ils sont pas neutres. Tu vois, et là, par exemple, si on prend un sujet qui me tient à cœur, les algos de recommandation, on dit les algos de recommandation, ils sont neutres. Tu fais non, les algos de recommandation ont pour objectif de faire en sorte de recommander le contenu qui, par plein d'effets ricochets différents, va générer du profit. Je veux dire, il y a rien de moins neutre qu'un système dont le but est faire du profit. Je dis pas c'est bien, c'est pas bien. C'est pas neutre. C'est pas neutre de vouloir faire du profit avec des algos et donc du coup, ce qui va faire derrière, par exemple, une des manières de faire du profit, c'est faire en sorte de maintenir les gens sur les plateformes. Donc clairement, l'objectif des algos, ça va être de générer de l'obsession parmi les usagers. C'est pas neutre. Les algos de recommandation et les plateformes de réseaux sociaux ne sont pas prévus pour qu'on en ait un usage raisonné. Mais clairement, et pas de surprise, il y a très peu de gens qui ont un usage raisonné de n'importe quelle plateforme. C'est pas fait pour. Et aujourd'hui, avec cette croissance extrêmement rapide de la technologie qu'on voit, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux camps qui augmentent particulièrement, qui pourrait être un camp des personnes extrêmement optimistes ou extrêmement en mode technosolutionniste, la technologie va tout résoudre, etc. Et puis un camp qui se fait de plus en plus entendre aussi, notamment peut-être dans les sphères écologistes, un peu le mouvement technocritique, etc. Toi, quel est ton avis là-dessus? Qu'est-ce que tu penses typiquement de la technocritique? Ah, c'est une grande question. Alors, de manière générale, moi je pense qu'on est dans un univers informationnel aujourd'hui où où il y a plein de phénomènes qui expliquent le fait que sur n'importe quelle thématique, tu vas avoir apparaître une sorte de polarisation.
Et en fait, sur ce sujet aussi. Donc en fait, les algos de recommandation et l'univers informationnel va mettre en avant beaucoup les postures qui sont donc dans ton spectre là, dans le spectre que tu décris, soit extrêmement, et on pourrait dire naïvement technosolutionnistes, et les autres, l'autre extrême qui va être naïvement technocritique. J'ai pas dit que toutes les positions technocritiques et toutes les positions technosolutionnistes étaient naïves. Je dis juste que l'univers informationnel va faire ressortir les perspectives les plus polarisées sur ces thématiques-là. Alors, sur le côté technocritique, il y a un livre qui est incroyable sur le thème. Tu vois, c'est celui-là, je sais pas si tu l'as lu, mais Technocritique de Jarige, donc qui fait un incroyable travail d'historien sur en gros la critique de la technique depuis 2 siècles. Donc pour dire que tout le discours critique de la technique, il est loin d'être nouveau. Et après, moi je pense que la technocritique et enfin, si tu veux, le côté technocritique est très intéressant. Je pense qu'il y a vraiment un truc où il faut se rendre compte que la technique ne résout pas tous les problèmes, etc., etc. Enfin, tu vois, donc il y a un truc de se poser la question de ce que c'est une bonne technique, une bonne technologie, etc. C'est hyper intéressant de se rendre compte que déjà en 1800, il y avait des gens qui critiquaient telle ou telle technique parce que justement les techniques et les technologies induisent certains usages et induisent en fait certaines organisations de la société. C'est intéressant. Après, le problème fondamental de cette question, c'est le côté de ok, où c'est que tu t'arrêtes, où c'est que tu tranches. Et ça, moi, tu vois, c'est un peu le truc de dire ok, la technique, c'est pas bien. Mais en fait, où c'est que tu décides qu'on est allé trop loin? Tu vois? Est-ce que tu décides qu'il fallait pas créer les techniques agricoles qui ont permis la révolution agricole? Donc du coup, du début de l'humanité, il y a tu vois, des dizaines de milliers d'années, enfin 10 000 ans, je crois, l'agriculture. Donc tu dis, fallait pas le faire. Ou alors tu le dis, non, on s'arrête à l'invention de l'écriture. On s'arrête à l'invention de l'imprimerie de Gutenberg. On s'arrête à l'iPhone 12, parce qu'au-delà du 12, c'était vraiment pas bien. Non mais tu vois, ce truc-là, je trouve que cette notion de limite, elle est intéressante et elle est particulièrement difficile. Du coup, je trouve que toute position, qu'elle soit solutionniste ou critique de la technique, qui n'essaie pas sincèrement d'adresser le truc de comment on définit ce qui est bon et ce qui est mauvais, et comment on définit les limites dans lesquelles on s'autorise tel ou tel développement technologique, c'est pas suffisant. Tu vois, les gens qui, dans les technosolutionnistes, disent toute innovation et toute nouvelle technologie est forcément bonne, je trouve que ça, il y a un problème. Et les gens qui disent toute technique et toute nouvelle technique est bonne parce qu'elle est nouvelle, je trouve qu'il y a un truc qui va pas non plus, quoi. Il y a une sorte de réflexion globale à avoir. Et sur ça, par exemple, c'est hyper intéressant de se poser la question, comment font les Amish? Comment font les Amish pour définir qu'une technologie, elle est bonne ou mauvaise? Et en fait, si tu veux, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont une vraie réflexion. C'est-à-dire qu'ils le font pas au hasard, en fait. Donc du coup, si je me souviens bien, alors je l'avais vu, c'est un croisement entre documentaire et lecture, mais par exemple, si tu vas sur la fiche Wikipédia des Amish, tu vas voir qu'en fait, ils ont plein de communautés différentes, et en fait, chaque communauté a des règles quant aux techniques autorisées et interdites qui sont différentes. Il y a certaines communautés qui vont interdire le frigo, d'autres la voiture, etc., etc. Mais en fait, chaque communauté, elle a un peu la même boussole, mais avec choisie différemment, parce qu'en fait, chaque communauté est indépendante et décide pour elle ce qui est bon ou pas technologiquement. Et en fait, pour eux, c'est est-ce qu'une technologie va participer ou pas à détruire ce qui est important pour nous, qui est la famille. Donc voilà, leur boussole, eux, c'est la famille, au sens vraiment ancien du terme, pour le coup. Et toute technologie qui a
qui a des risques selon les gens qui décident, au moment où ils décident de détruire ça, ils interdisent. Donc c'est pour ça que certains vont interdire la voiture motorisée, parce qu'ils estiment, si mon souvenir est bon, que la voiture motorisée va faire éclater le noyau familial en permettant à des gens en fait d'aller très loin très vite, et donc du coup peuvent permettre le fait de dire ah ben moi je vais travailler à 50 km, et donc du coup le fait de travailler aussi loin ou d'aller assez loin aussi loin régulièrement, ça va détruire le noyau familial. Mais ça, c'est assez intéressant parce que lorsque quelqu'un se permet de dire qu'une technologie pourrait poser tel ou tel problème ou ce genre de choses, souvent on va lui dire justement ah ouais mais vous voulez le modèle Amish ou je sais pas quoi. Et finalement, c'est assez intéressant parce que disons les valeurs qui sont derrière leurs décisions, personnellement j'y souscris pas du tout, mais la façon dont ils le font, le fait de poser des valeurs et puis de choisir relativement démocratiquement, de ce que j'ai compris, les technologies qu'on intègre ou pas, ça c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant, quoi. Bah ouais, alors ça c'est intéressant. Alors démocratiquement, selon leur code de ce que c'est la démocratie, donc je te la fais courte, mais je crois savoir que, enfin je crois me rappeler que chez les Amish, c'est un conseil des vieux hommes de la communauté qui décide. Pas très démocratique alors. Bah démocratique au sein de cette catégorie-là. Ouais. Tu vois, c'est toujours pareil, hein, c'est comme la démocratie athénienne. Hein. C'est démocratique au sein des citoyens. Après, tout dépend de comment tu décris, comment tu définis qui est un citoyen. À l'époque d'Athènes, tu vois, c'était pas non plus très démocratique. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un dictateur qui décide pour tout le monde. Tu vois, c'est vraiment le conseil des vieux sages, machin bidule. Donc pas très démocratique. T'as raison, hein, avec notre définition à nous. Mais quand même avec un truc collectif, quoi. Il y a un truc collectif. Et oui, et moi je suis assez d'accord. Et j'aime bien le fait que au moins ils sont transparents, parce qu'en fait, si tu veux, il y a ce truc de notre valeur c'est ça, et donc du coup on va essayer de voir démocratiquement avec notre principe de démocratie ce qui va dans le sens de ces valeurs-là. Et je trouve que dès que tu as un truc où au moins c'est transparent ce qu'on cherche à faire, je trouve ça assez clair, parce qu'aujourd'hui en fait on essaie de, tu vois, au nom de quoi on interdirait une technologie, et au nom de quoi. Et en fait, on n'a pas ce truc-là de dire c'est quoi notre repère, quoi. Qu'est-ce qu'on essaie de préserver? Tu vois, personne ne sait. Alors non seulement on décide pas de manière démocratique, même avec notre définition de la démocratie, mais en fait on sait même pas quelle serait notre boussole, tu vois. Et c'est ça qui nous manque, hein, technologiquement, c'est-à-dire au nom de quoi tu dirais non à une certaine technologie. Ouais, puis aujourd'hui, ces technologies nous sont quand même grandement imposées par principalement les Chinois et les Américains, enfin les grandes entreprises chinoises, les milliardaires chinoises et américaines globalement. Et puis on n'a pas, enfin on n'en est pas là à discuter, à délibérer de qu'est-ce qu'on voudrait comme prochaine technologie, qu'est-ce qui pourrait être intéressant ou non, etc. C'est des choses qui nous sont relativement imposées, et si on n'accepte pas ce nouveau paradigme technologique, on finit très rapidement complètement en arrière de tout le monde, finalement, à pas suivre le progrès, etc., etc., et du coup à se retrouver beaucoup moins compétitif sur les différents marchés, le marché de l'emploi, etc., etc., et à ne plus pouvoir être fonctionnel dans la société, quoi. Donc, ouais. Alors après, plus que c'est imposé par telle start-up chinoise ou américaine, Mm. euh, ça nous est imposé par le fait que aujourd'hui, notre seule manière d'arbitrer les nouvelles tech, c'est est-ce que cette tech a un modèle économique qui génère du profit. Ouais, ouais. Et en fait, le problème il est là, c'est que si tu veux, la manière dont on a fait les lois du marché, c'est de dire dans, euh, dans ces règles-là, tout est autorisé. Si tu veux. Et aujourd'hui, en fait, le problème c'est que il y a aucune structure ou aucune gouvernance qui est garante du fait que au niveau global, une tech va pas avoir des conséquences dramatiques. Donc en fait, aujourd'hui, le fait qu'une tech a potentiellement des conséquences dramatiques pour la société tout entière Mm. ne pèse absolument pas dans la balance de cette tech, elle est bonne ou elle est mauvaise. La seule chose qui pèse, c'est est-ce que cette tech, et on le voit avec les intelligences artificielles génératives, le seul arbitrage, c'est est-ce que le modèle économique existe, est-ce que c'est capable de générer du profit. Oui, on y va. Non, on n'y va pas.
Et si la réponse, elle est évidemment oui, c'est capable de générer du profit, et oui, on sait que ça va générer plein de merde sociétale affreuse, on y va quand même. Parce qu'il n'y a aucune structure collective qui est capable de dire non, on n'y va pas. Et en fait, là, c'est ce que tu viens de dire. Il y a une sorte de. Alors, il y a plusieurs. C'est un problème d'action collective, tu vois, une sorte de dilemme du prisonnier, où certains disent le truc de Moloch, là. Mais en gros, celui qui décide de ne pas y aller, économiquement, il est mort. Donc, en fait, il y a des acteurs qui vont y aller économiquement parce que économiquement, ça marche. Et tant que les règles globales permettent à un truc qui est globalement négatif de marcher, il y aura toujours des structures économiques pour y aller. Mhm. Mais est-ce que finalement, du coup, ça serait pas plutôt ça qui serait intéressant de mettre en avant comme problème plutôt que la technologie en elle-même? Dans le sens où parfois, justement, dans ce paradigme technocritique, on va critiquer la technologie. Mais finalement, ce que tu disais avant, c'est que les algorithmes de recommandation, ils sont pas particulièrement problématiques. Ils sont problématiques parce qu'ils ont été mis en place pour générer le maximum de profit pour des trucs, etc. Mais les algorithmes de recommandation en eux-mêmes, la technologie des algorithmes de recommandation, est-ce qu'on pourrait pas les utiliser pour des trucs chouettes, tu vois? Et c'est la même chose avec les OGM, par exemple. Tu vas avoir des personnes qui vont être très vigoureusement contre les OGM. Mais est-ce que finalement la technologie OGM en elle-même est un problématique? Ou bien est-ce que c'est le fait que ce soit Monsanto derrière, qui labellise le vivant, qui fait qu'on n'a pas le droit de reproduire les plantes, etc. Tu vois, moi j'ai plus l'impression que c'est ça le problème plutôt que les technologies en elles-mêmes, en fait. Alors, pour moi, et peut-être que je vais changer d'avis dans quelques années, donc je ne dis pas que tu vois, je suis sûr de ça, mais Mhm. l'état de ma réflexion actuellement, c'est de me dire que même sur les logiques de croissance et de profit, le problème, c'est pas vraiment le profit en lui-même, c'est le manque de cadre global dans lequel on permet ce profit. Mhm. En fait, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, l'humanité est tellement, entre guillemets, en tant que collectif, puissante à l'échelle de la planète, que en gros, tu dois avoir des règles qui empêchent le fait, ou qui cadrent le fait que ces technologies n'aient pas des conséquences globales délétères. Mhm. Et en fait, du coup, le problème, c'est ça. Le problème, c'est pas le profit en lui-même ou le capital, c'est le manque de régulation à l'échelle qui, aujourd'hui, est la seule qui compte, ou en tout cas, et pas la seule qui compte, mais celle qui compte et qui n'est pas du tout prise en compte, Mhm. c'est l'échelle planétaire. Ça, c'est hyper intéressant. Du coup, ça nous amène à une prochaine question, un petit peu ce débat entre décroissance, anticapitalisme et puis peut-être écomodernisme mélangé un peu à du technosolutionnisme parfois. Et j'ai l'impression que tu as pas mal évolué sur le sujet, tu me dirais si c'est le cas ou pas. Mais du coup, bah, là, tu te places, d'après ce que tu viens de dire là, dans un paradigme presque capitaliste, disons, comment dire, très régulé finalement, une sorte de social-démocratie assez forte, mais sans être anticapitaliste, quoi, sans vouloir, je sais pas moi, un socialisme libertaire ou un autre système. Est-ce que avant, disons, est-ce que tu as évolué de point de vue sur ces sujets, et si oui, comment? Ouais, alors je pense que sur ce sujet, j'ai évolué, effectivement. Euh, alors, le côté, juste sur ce que tu as dit, social-démocrate, etc., Mhm. alors, je sais pas quelle étiquette je mettrais, mais en tout cas, le truc qui est important, c'est que pour moi, ce qui manque, c'est notre capacité à réguler au niveau global. Mhm. Qu'on l'appelle social-démocratie, ou je sais pas, mais en tout cas, il nous manque ce truc-là. Il nous manque ce truc-là on agit à une échelle à laquelle on n'a aucune espèce de régulation. Donc Quand tu dis ça au c'est niveau dramatique. global, tu voudrais dire genre une sorte de gouvernement mondial ou quelque chose comme Bah ça? alors là, quand tu dis gouvernement mondial, les gens deviennent complètement fous. Et je pense que c'est effectivement très dangereux de se dire qu'on va avoir un gouvernement mondial. Mais avoir une manière, en fait, de réguler Hmm. à l'échelle globale, c'est essentiel. Alors, gouvernement, non, pas forcément. Tu peux très bien, tu vois, un peu comme Tournesol essaie de promouvoir, tu pourrais très bien avoir une sorte de truc où tout le monde donne son avis
et tu vois, et l'intelligence des foules à l'échelle mondiale. Enfin, tout est à inventer. Moi, tu vois, je dis juste qu'il doit y avoir une manière globale de prendre des décisions cohérentes avec les conséquences qu'on a à l'échelle globale. Mais tu pourrais très bien faire un truc qui est de l'ordre du municipalisme libertaire à l'échelle globale. Mm. Tu vois, du coup, ce que je veux dire, c'est que je suis pas certain de la manière de bien organiser cette gouvernance à l'échelle globale. Ça peut aller effectivement d'un gouvernement mondial qui, je pense, a beaucoup de désavantages à quelque chose de beaucoup plus libertaire, où, tu vois, pourquoi pas, tu vois, plein d'entités, etc., qui décident pour certains thèmes, etc. Enfin, tu vois, encore une fois, la manière dont... Ce qui est certain, c'est qu'il faut que, quelle que soit la manière dont tu prends la décision, il faut qu'il y ait une application globale de certaines règles. C'est ça qui est important. Tu vois, et c'est un peu ça qu'essaie de faire la plateforme Tournesol. C'est chaque individu va évaluer des vidéos. Par contre, l'algo de recommandation va ou a pour volonté de s'appliquer à l'échelle mondiale. Et du coup, pour préciser, Tournesol, c'est un projet qui a notamment été lancé par Science for All et puis qui essaye d'améliorer justement les algorithmes de recommandation actuels, enfin d'en proposer plutôt des alternatives en fait pour de faire de la recherche. Ils sont très modestes, hein, je veux dire, mais le but c'est de faire la recherche et de se demander si on devait faire d'autres algos de recommandation basés sur le jugement de tous les internautes. Comment ça pourrait marcher. Mais si tu veux, l'ambition derrière, c'est quand même de dire chacun va donner son avis, donc très très démocratique. Par contre, il faut qu'à un moment, il y ait une application globale des règles démocratiquement décidées, quoi. Et ce que je veux dire, c'est que effectivement, aujourd'hui, il nous manque une application globale de certains concepts. Par exemple, sur l'intelligence artificielle, il faudrait qu'on ait une manière de décider, d'appliquer globalement des règles pour l'éthique des intelligences artificielles, sur le changement climatique aussi. Il faudrait qu'on ait une manière globale d'appliquer certaines règles sur, par exemple, les émissions carbone. C'est-à-dire qu'il faudrait que certaines entreprises... par exemple, la taxe carbone, typiquement, il faudrait qu'il y ait une taxe carbone à l'échelle globale. Après, tu peux la décider à la municipaliste libertaire, ou tu peux la décider à la gouvernement mondial. Et non, mais c'est intéressant comme question, parce que si tu fais un gouvernement mondial, tu vas te retrouver avec des trucs type la taxe carbone qui a été décidée en France et qui a donné les gilets jaunes, parce que comme c'est des gens qui sont hyper riches qui l'ont décidé, ils se sont dit on va taxer le carburant sans se rendre compte que c'était impossible pour les classes prolétaires, parce que c'était hyper injuste de faire la taxe carbone, enfin de faire une sorte de taxe carbone comme ça. Ou alors, effectivement, de manière plus démocratique. Et là, tu as plus de chances d'avoir quelque chose qui est, entre guillemets, plus juste et plus représentatif des besoins et des contraintes des gens en moyenne. Tout à fait, ouais. Donc ça, c'est le premier truc. Donc, je suis pas forcément plus ou moins pour le municipalisme libertaire qu'avant. C'est plus pour le côté application globale de ce qu'on décide. Par contre, là où j'ai évolué, effectivement... sur le côté décroissance, etc. Moi, je continue individuellement à être décroissant parce que je fais une sorte de pari de Pascal en me disant si je suis heureux avec très peu, j'augmente mes probabilités d'être heureux quel que soit le contexte de demain, qui est un pari très individuel, hein. Juste, voilà, c'est vraiment du pari de Pascal, quoi. Se dire, au pire, je me trompe et je serai heureux. Au pire, j'ai raison et du coup, j'augmente mes chances dans un contexte difficile d'être heureux. Mais j'avoue que... Ah ouais, ok. Une bonne manière de le dire, c'est ça. C'est que avant, je me disais que les gens qui étaient technosolutionnistes, donc qui pensaient qu'on allait pouvoir... Les technosolutionnistes, les gens, face à tous les problèmes, ils se disent qu'il va y avoir une solution technique. Donc en gros, on a moins d'énergie pour faire de la croissance, on va trouver des nouveaux moyens de faire de l'énergie, et donc on va continuer à pouvoir
propager le modèle qu'on a depuis 2 siècles grâce à une nouvelle technique. Et moi, je voyais que le côté utopiste et irréaliste de ça, en me disant, putain, mais ils voient pas qu'on n'a pas la techno pour faire ça. Et que du coup, ben, quelque part, c'est utopiste de penser qu'on va avoir la techno qui va nous permettre de continuer. Alors que en face, le modèle décroissant, c'est un peu, technologiquement, c'est pas du tout une utopie. On sait faire. On sait, avec les technologies actuelles, être soutenable à l'échelle de 8 milliards de personnes, etc. etc. Bon, il faudrait que les pays dits développés baissent radicalement alors baissent leur niveau de vie. En tout cas, changent leurs pratiques, etc., etc. Alors pas forcément baisser leur niveau de vie, mais en tout cas changent nos usages, etc. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit que penser qu'on allait pouvoir faire ça au niveau mondial à 8 milliards, c'était aussi une utopie. Mais dans le sens, il est utopique de penser que 8 milliards de personnes vont choisir la décroissance en paix. Et en fait, là où les technosolutionnistes, pour moi, sont des utopistes technologiques, les décroissants sont des utopistes sociaux. On pourrait parler de socialo-solutionnisme. Oui, quelqu'un a dit ça? Il me semble que Le Réveilleur avait proposé ça à un moment, mais je sais pas. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, mais voilà, je pense que c'est vrai. Et donc voilà, il y a un peu un truc entre les deux. C'est-à-dire que, enfin entre les deux. Bah moi, je suis ouvert vraiment à toutes les innovations qui pourraient nous permettre collectivement d'absorber de la décroissance dans la paix et la bonne humeur. C'est-à-dire que vraiment, moi, toute innovation qui nous permet, une innovation sociale qui nous permet de décroître un peu ou beaucoup dans la paix et la bonne humeur, je prends. Et toute techno qui nous permet de, quelque part, continuer à absorber la contrainte énergétique, etc., et ça, je prends aussi. Il n'y a pas de... Voilà, parce que je pense que là, on est dans un peu un truc, comme tu dis, on est à un tournant où je pense qu'il va y avoir des chocs et que, en gros, tout ce qui peut amortir le choc est là, dans les décennies qui nous concernent, nous, est bon à prendre. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que ce discours un peu décroissant, utopique, justement, devient moins présent qu'avant. Et aujourd'hui, quand j'écoute beaucoup de décroissants, l'idée, c'est presque de dire, bah, on va s'organiser un peu par nous-mêmes, on va faire des communautés territoriales, des AMAP, des trucs comme ça, vraiment une organisation comme ça. Et puis comme ça, quelque part, lorsque le système périclitera, une sorte d'effondrement qui soit global ou bien échelle par échelle, où l'État fera faillite au bout d'un moment, ou ce genre de choses, et ben nous, on proposera finalement une sorte d'alternative qui pourra prendre le pas, qui sera une alternative décroissante finalement, mais avec plus de réalisme, j'ai l'impression, dans cette idée de on va pas faire changer 8 milliards d'êtres humains. En plus, la plupart veulent probablement pas décroître. Et ça, c'est intéressant comme changement de discours, je trouve. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est pareil, c'est quelque chose que je ressens. Et puis même, c'est quelque chose que j'ai envie de te dire, que j'ai vécu moi. C'est-à-dire qu'en gros... j'ai pensé pendant un moment que une sorte de mode de vie décroissant pouvait se diffuser juste parce que regarde, c'est trop cool d'aller à la map, etc., avec le vélo et tout machin, tu vois. Et ça, c'est vraiment un discours de bobo de base qui a le choix et qui a pas de problème. Et en fait, tu te rends compte petit à petit que non, c'est pas un truc qui va se diffuser à l'échelle de 8 milliards d'individus, et que effectivement, une manière de formuler ou de reformuler ce que tu viens de dire, c'est que pour moi, il y a une sorte de prise de conscience de certaines personnes que le mode de vie décroissant, à l'échelle globale, ne peut être que la solution de secours du plan de base s'il ne marche pas.
Donc en gros, quand les gens qui sont hyper technosolutionnistes, hyper croissantistes, hyper classiques auront tout cassé, ben là, effectivement, la résilience qui aura été créée par tous les gens s'investissant dans dans des alternatives décroissantes de résilience, ça sera en gros c'est l'assurance vie. La décroissance, c'est un peu l'assurance vie du système, quoi. Mhm. Et, je me garde bien de dire que c'est bien, c'est mieux, ou c'est pas bien, etc. C'est vraiment, si tu prends du recul et que tu regardes comment s'organise le système, ou comment. C'est effectivement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que si les croissantistes à la Musk ont tort de penser que on peut toujours s'en sortir avec plus de techno, eh bien, ça donnera raison, par définition et par construction, aux gens qui ont prévu des alternatives de résilience et de décroissance. Mais je pense que ces gens-là n'arriveront, ou ces alternatives-là, ne convaincront jamais les 8 milliards de personnes sans que, effectivement, il y ait une sorte ou une manière, une sorte d'effondrement, en fait, qui font que ces alternatives se diffusent vraiment. Mhm. Et bien, comme tu le disais, ce que je trouve intéressant à observer, typiquement dans ton parcours, c'est que au départ, tu étais comme beaucoup d'écologistes, j'ai l'impression aujourd'hui, dans une sorte de ridiculisation finalement du discours technosolutionniste. euh, et, et aujourd'hui, j'ai l'impression que à quelque part, en fait, avec les progrès hyper rapides de la technologie, notamment l'intelligence artificielle, peut-être l'intelligence artificielle générale ou ce genre de choses, le paradigme technosolutionniste devient quelque chose de plus en plus réaliste à quelque part. Ça reste complètement délirant, mais c'est moins délirant que ça pouvait l'être au départ à quelque part, j'ai l'impression. Je sais pas si tu serais d'accord avec Alors, ça ou pas. non, attends. Moi, je suis d'accord avec ça dans le sens où ça décrit bien, moi, mon évolution. Hmm. Je suis pas sûr, et alors là, je serais plutôt intéressé d'avoir ton avis, mais je suis pas sûr que c'est vraiment représentatif de l'évolution des militants décroissants de ces 15 dernières années. Je suis pas Non, sûr. tout à fait. En fait, c'est pas ça que je voulais dire. Ah. C'est plutôt que justement, en fait, beaucoup de militants aujourd'hui encore écologistes, décroissants, etc., sont là où toi tu étais auparavant, quoi, à Hmm. trouver que c'était une position tout à fait ridicule, etc., et n'ont pas fait ce truc de ça reste ridicule, mais un peu moins que ce que ça pouvait l'être avant, hein, quelque part. En fait, je pense que ça l'a jamais été. Enfin, ça a jamais été ridicule, en fait, dans le sens où, Ok. c'est moi, je trouvais ça ridicule, Mm. mais je pense que ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens qui sont technosolutionnistes, les gens qui sont naïvement technosolutionnistes ont tendance à minimiser le potentiel de drame si on ne trouve pas une solution technique, et ont tendance à dire on trouvera toujours une solution. Mm. Et tu as envie de leur dire non, 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 des fois on ne trouve pas la solution et en fait on s'effondre. Et en même temps, les gens qui sont trop décroissants sans envisager le pouvoir de la techno se rendent pas compte que c'est très difficile de motiver 8 milliards de personnes à décroître, et aussi se rendent pas compte que à chaque fois dans l'histoire, euh, à chaque fois en fait on a eu un truc très malthusien de se dire c'est pas possible. Mm. Et en fait, enfin, l'histoire, c'est qu'une longue série de gens qui ont été technosolutionnistes et qui ont réussi, en fait. Et en fait, moi, j'avoue que j'ai mis du temps à me rendre compte que tous mes paradigmes de non, mais ça, c'est pas possible, mais ça, c'est pas possible, c'était effectivement des raisonnements que j'aurais pu tenir en 1800, quand Malthus dit non, mais l'agriculture, c'est pas possible. Et tu dis, bah si, en fait. Ça s'est avéré possible, quoi. Alors oui, alors tu vas toujours dire, mais oui, mais en fait, on a reculé pour mieux sauter. Mais en fait, on n'arrête pas de faire ça depuis le début. Mm. Et quand c'est que tu décides que, en fait, non, mais là, on a trop reculé, maintenant il faut sauter, ou tu vois, il y a ce truc-là de dire, ouais, effectivement, tout s'accélère et tout. Mais n'empêche que, pourquoi, enfin, ça revient à la question de l'iPhone 12, l'iPhone 13. À partir de quand tu t'arrêtes?
À partir de quand tu estimes qu'on prend trop de risques? Euh, je pense que c'est des questions qui sont sincèrement difficiles Mhm. à répondre. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est de dire que je pense que là, on est dans, on est tellement à un carrefour que, à mon avis, il faut à la fois tout faire pour ralentir, parce que plus ça va et plus on se précipite dans la catastrophe, et à la fois il faut tout faire pour trouver des technologies qui nous permettent aussi d'amortir le choc. Mais tu, voilà, en tout cas, le paradigme technosolutionniste, effectivement, est pas si ridicule que je le pensais, quoi. Mhm. Et une question qui se pose beaucoup aussi aujourd'hui, c'est finalement quand on regarde l'avenir, est-ce qu'on est plutôt optimiste, plutôt pessimiste, etc. C'est une question qui revient souvent, que moi-même je posais à la fin d'ailleurs de tous mes interviews avant, que j'ai arrêté de poser parce que je sais pas à quel point elle est réellement pertinente ou pas, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Mais pour toi, est-ce que bah, finalement, on voit quand même. J'ai le sentiment que la plupart des gens sont dans un truc un peu triste quand ils imaginent le futur, clairement, beaucoup plus qu'avant. Et que de manière générale, les événements récents dans l'actualité, etc., n'aident absolument pas. Et du coup, pour toi, est-ce qu'il existe encore des raisons d'être optimiste ou de croire en un avenir meilleur aujourd'hui, ou bien est-ce que c'est foutu? Moi, je trouve ça intéressant de se poser cette question. Il y a un premier truc, c'est dans les gens qui sont pessimistes. Alors déjà, ça dépend. Est-ce qu'on parle d'optimisme et de pessimisme individuel ou collectif? Tu vois, par exemple, Hmm. parce que tu peux être très optimiste à l'échelle de ta vie, moi je vais être heureux, et être très pessimiste à l'échelle globale. Ok. Donc si on parle de pessimisme et d'optimisme collectif, moi, je, il y a un premier truc qu'il faut avoir en tête, c'est que on se dit, par exemple, si tu es très pessimiste, tu te dis là, franchement, pour que l'humanité s'en sorte, etc., il faut être hyper optimiste. Il faudrait qu'un miracle arrive, tu vois, pour que ça se passe bien. Bon, ce qu'il faut voir quand même, c'est que quelque part, on est issu d'une série de miracles. C'est-à-dire qu'en fait, si on est encore, enfin, ce qui est miraculeux, c'est qu'on soit arrivé là où on en est. Hmm. Quand tu réfléchis, 8 milliards de personnes sur Terre qui font des trucs, etc., etc., sans forcément s'entretuer tout le temps et en permanence, c'est ça le miracle. Donc, il y a un côté, moi je trouve optimiste de se dire, bah, s'il y a une série de miracles qui arrivaient, bon, bien sûr qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un miracle tout le temps, mais on n'est pas à l'abri qu'il y en ait un autre qui arrive. Tu vois, c'est un peu comme si tu avais déjà gagné le loto 600 fois. Et là, tu es hyper pessimiste en disant ah, j'ai très peu de chances de gagner au loto. Tu fais non, mais en fait, t'as déjà gagné 600 fois là. Donc, une 601e fois, pourquoi pas? Ça, c'est un premier truc. Et après, sur l'optimisme global, il y a qui rejoint aussi un peu ça, c'est que du coup, l'étape qu'il faut qu'on franchisse, c'est l'étape de s'organiser globalement. Tu vois, d'avoir une manière d'appliquer des décisions prises, moi j'espère, le plus démocratiquement possible, de manière globale. Tu sais, le philosophe historien Harari, Hmm. il a un discours sur ça que j'aime bien. Il dit, non mais attendez, pour passer d'une organisation en tribu de 100 à des organisations cohérentes de centaines de millions de personnes, il est là, le gouffre, il est là. Et on a déjà fait du coup le plus dur, parce qu'en fait, c'est pas du tout naturel d'avoir le côté nationaliste, dans le sens je fais des choses pour le groupe d'une centaine de millions d'étrangers que moi j'identifie comme étant ma nation. Hmm. De passer d'une tribu à une nation, elle est là la marche la plus difficile. Et de passer de centaines de millions à juste une nouvelle nation de 8 milliards d'individus humains, c'est finalement un gap qui est, à l'échelle de l'histoire, moins grand. Donc, on n'est pas à l'abri de pouvoir le faire. Lui, il dit juste ça. Ça, c'est pour le côté optimiste. Pour le côté pessimiste, pas pessimiste, mais disons que il y a plein de groupes qui sont pas arrivés
à passer le cap des nations et qui se sont fait en fait défoncer par ceux qui y sont arrivés. T'as un livre très intéressant d'un autre historien qui s'appelle Turshin, qui lui explique que si on est devenu l'espèce la plus sociale sur Terre, enfin l'une des espèces les plus sociales sur Terre, c'est parce qu'en fait on est aussi l'espèce qui se faisait massivement la guerre. Et quand tu fais massivement la guerre, en fait, par un processus d'évolution culturelle, ce qui se passe, c'est que les groupes qui parviennent à établir des systèmes de coopération à grande échelle sont les groupes qui, en fait, tirent leur épingle du jeu. En fait, en se faisant massivement la guerre, on fait émerger les groupes qui arrivent à coopérer à grande échelle. Et donc forcément, tu as des groupes qui sont arrivés à faire ça, ils sont encore là. Et les groupes qui ne sont pas arrivés, ils se sont fait défoncer. Et donc le côté un peu pessimiste de se dire ça, c'est que là, pour le coup, en fait, on est un seul groupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est soit nous, tous, on arrive à devenir globaliste et à arriver à prendre des décisions de manière démocratique ou pas, mais qui s'appliquent à l'échelle globale, soit on n'y arrive pas, et il n'y aura pas d'autres, tu vois, groupes, parce que si on échoue, quoi. Ou alors pour un temps très long. Et ça vient un peu contrevenir parce qu'on a un peu le biais du survivant. Aujourd'hui, il ne reste que les groupes qui sont parvenus à coopérer à grande échelle, en fait. Et tous les autres groupes, ils ont disparu. Donc ça, c'est un peu un biais du survivant. Après, des gens qui vont faire de la science-fiction vont dire « Ah oui, mais peut-être qu'il y a un processus de sélection des espèces sur des planètes qui parviennent au globalisme. » Et que du coup, par ce processus-là, il y a bien une espèce vivante qui, dans les galaxies de l'univers, vont y arriver. Et là, pour le coup, t'espères que ça soit nous. Parmi des milliards d'espèces qui sont soumis à ce processus-là. Alors, je sais pas si j'ai répondu à ta question de pessimisme et d'optimisme, mais en tout cas... Ouais. Ça ajoute des éléments intéressants, en tout cas. Mais en tout cas, tu peux te dire de manière... avec beaucoup de recul, optimiste, qu'on participe, peut-être même à l'échelle de la planète, mais peut-être à l'échelle de l'univers, à l'émergence d'une espèce qui va être capable de faire ça. Et je trouve que ça a un côté très inspirant, en tout cas, le fait de se dire que justement on est à un siècle hyper majeur où il peut vraiment y avoir un tournant dans un sens extrêmement positif comme dans un sens extrêmement négatif. Et le fait d'être là et de pouvoir essayer de faire en sorte que ça aille un peu vers le mieux, c'est quelque chose de finalement assez chouette, quoi. Je préfère ça typiquement que un truc où finalement le monde à ma mort ressemble globalement au monde à ma naissance. Et puis il y a pas grand-chose qui change. Et puis je suis toujours avec la même tribu depuis que je suis né. Tu vois, je trouve que ça a un côté extrêmement terrifiant, mais extrêmement chouette aussi, quoi, de pouvoir participer et puis de voir ça de ses propres yeux, quoi. Alors, ouais, non, alors, je comprends ce que tu veux dire. Alors, il faut mettre plein de guillemets. Non, mais vraiment, enfin, tu vois. Je pense que ce qui est vrai, c'est que, en tout cas, avoir cette sensation-là, c'est mobilisant. Ça mobilise, c'est-à-dire que ça donne envie de mettre son énergie au service de ce qu'on pense être juste. Je dis la sensation parce que je pense qu'il y a quand même un truc où en fait chaque génération a l'impression de vivre ce tournant. Tu penses pas qu'il y a quelque chose de plus correct à dire ça aujourd'hui? Eh bien, en fait, je pense que chaque génération a eu raison de penser qu'elle était au plus grand au plus grand tournant que l'humanité ait jamais connu jusque-là. Sauf que nous, on est 20 ans plus tard. Donc le tournant, il est encore plus grand, mais c'est juste parce qu'on est 20 ans plus tard. Mais notre sensation d'être au tournant, elle est la même. Et elle est aussi justifiée par exemple, que nos parents. Avec le paradigme de l'intelligence artificielle générale, tu pourrais te dire à quelque part, si dans les prochaines années, les prochaines dizaines d'années, on crée une intelligence artificielle générale positive, ça va être genre un moteur de trucs cool pour tout le futur de l'humanité et des terriens de manière générale, qui va être absolument massif.
Et si on crée une IA générale qui est négative, qu'on arrive à une extinction ou bien qu'on finisse dans un truc hyper horrible, etc., ça va Oui. rendre le fait de sortir de ce truc hyper horrible extrêmement compliqué et ça va donc aussi affecter en fait énormément toutes les générations futures, quoi. La même chose de la maîtrise de l'atome. La même chose de l'invention de l'imprimante de Gutenberg. La même chose de l'invention de l'écriture. Imagine le truc, c'est-à-dire que t'es alors au tout début de l'écriture, alors il y a personne qui a dit c'est là l'écriture, mais imagine tu passes d'un monde où la seule manière de stocker l'information, c'est de se raconter des histoires. Hmm. La seule manière de stocker l'information. Et donc du coup, tu arrives à des trucs où dans la tribu, la personne qui est la plus vieille, c'est elle qui est la plus écoutée parce que c'est elle qui a le plus d'informations. Parce que t'as pas moyen de stocker un bit d'information. T'imagines le chamboulement que ça a été. Hmm. Ce que je veux te dire par là, c'est que le chamboulement que toi tu vois sur l'intelligence artificielle là, eh bien, à l'échelle qui était la leur de nos ancêtres, tout le monde a eu l'impression de la vivre à un moment, je pense. Tu vois. Et il y a ce phénomène-là, je pense qu'il y a ce truc-là. On a toujours l'impression, tu vois, d'être la génération qui. Mhm. Et je pense que c'est assez faux. Ça veut pas dire qu'on n'est pas à un tournant. Ça veut pas dire qu'il faut pas qu'on se mobilise et tout. Mais je pense qu'en fait, quelque part, il faut aussi remettre en question le côté unique et tournant de ça, tu vois. Ouais, c'est bien possible. Et pour parler justement d'intelligence artificielle générale, Ouais. est-ce que enfin, moi, plus je m'intéresse au sujet, plus j'ai l'impression que c'est un enjeu dont peu de personnes ne parlent, mais qui va vraiment être absolument majeur dans un futur possiblement assez proche. Et je me demande à quel point pour toi c'est un enjeu qui finalement éclipse ou pas tous les autres, dans le sens où on pourrait se dire finalement il suffit de faire une intelligence artificielle générale qui est cool et ça va résoudre tout le reste, et il suffit de faire une intelligence artificielle générale qui est nulle et ça va rendre tout le reste caduque, quoi. Ça a ce côté un peu en fait, j'ai l'impression, si on réfléchit aux autres problèmes au travers du prisme de l'intelligence artificielle générale, les priorités qu'on donne à tel ou tel problème, telle ou telle solution, changent complètement. Et du coup, je me demandais pour toi, est-ce que typiquement c'est un enjeu qui éclipse globalement les autres? Et est-ce que quand tu réfléchis aux autres problèmes, tu réfléchis au travers du prisme de l'intelligence artificielle générale ou pas particulièrement? Euh, bah alors, non, en vrai, il y a moi, la question que je me pose, c'est vraiment court terme, long terme. C'est-à-dire qu'en gros, le changement climatique, par exemple, c'est un enjeu incroyablement important. Mais c'est vrai que la planète elle sera invivable, entre guillemets, dans 50 ans. Et si tu veux, je pense que là, ce qu'on est en train de faire, c'est potentiellement mettre en place des choses qui vont rendre la planète invivable dans les 2 mois qui arrivent. Ok. Donc il y a juste ça. Et donc du coup, c'est pareil sur l'intelligence artificielle. C'est que pour moi, le problème, et là j'avoue que j'ai été assez convaincu par les raisonnements que peut avoir de Science for All, du coup, qui dit un truc très juste. Il dit, même si on est face à un problème d'IA général, mettons, tu vois, mettons dans 10 ans. Tu vois, dans 10 ans, il peut y avoir des IA dites générales, etc., etc. Putain, mais déjà, ça veut dire que dans 10 ans, on a toujours une société en état de marche, en ayant fait et laissé faire absolument n'importe quoi sur les IA génératives telles qu'elles sont maintenant. C'est pas gagné en fait. Hmm. C'est pas gagné qu'on arrive jusqu'au moment où on aura la chance de gérer le problème de l'IA générale. Du coup, ça veut pas dire qu'il faut pas s'y intéresser, parce que c'est pas en s'y intéressant au moment où ça arrive qu'on va le résoudre, mais c'est de dire qu'en fait, il faut aussi s'intéresser à l'IA et aux conséquences de l'IA qui est actuellement en production. Hmm. Tu vois. Donc, moi, il y a un truc de. Je pense qu'en fait, on est un petit peu condamné à générer l'urgence. À gérer l'urgence, pardon. À gérer l'urgence. Et effectivement, aujourd'hui,
C'est pour ça que on écrit un livre avec Lé sur le sujet. Pour moi, la plus grosse urgence, c'est les algos de recommandation. Mhm. Parce que, en gros, les algos de recommandation tels qu'ils sont maintenant, potentiellement, vont nous enlever l'épine du pied de gérer les problèmes de l'intelligence générale dans 10 ans. Parce qu'en fait, si on laisse le statu quo actuel, potentiellement, il n'y aura pas forcément de société à préserver dans 10 ans. Je grossis le trait, mais pour expliquer l'argument, quoi. C'est Ouais. vraiment. Et justement, pour parler un peu de ces algorithmes de recommandation, j'aimerais... Ouais. Enfin, souvent d'ailleurs, tu dis que les algorithmes de recommandation sont les biais cognitifs de l'humanité. Et je trouve que c'est une assez jolie formule. Est-ce que tu pourrais l'expliquer? Ah, mais je suis content que tu la trouves jolie parce que moi, elle me convainc entre guillemets de plus en plus. Euh, mais en gros, enfin, moi, mon impression, et je pense que ça se dégage de notre discussion depuis le départ, c'est ce côté, aujourd'hui, on est tous interdépendants, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, la société, elle est tellement globale, elle est tellement intriquée et entremêlée à l'échelle globale Hmm. que en fait on est tous aussi interdépendants que les cellules du foie ou des poumons le sont l'une de l'autre, quoi. Et vraiment, si on prend la métaphore du cerveau, voilà, moi j'ai l'impression que la manière dont nous vois tous les uns et les autres, c'est vraiment on est tous les neurones d'un cerveau, en fait. Et donc se poser la question, par exemple, ce que font les survivalistes, comment je vais survivre quand le cerveau sera mort? Enfin, c'est exactement comme un neurone qui se dit... Non, les surréalistes, ils se disent comment je vais survivre une fois que la société elle sera effondrée. Bah, pour moi, c'est la même pertinence qu'un neurone qui se demande, ok, comment je survis une fois que le cerveau est mort. Hmm. Ça n'a aucun sens. Enfin, une fois que le cerveau est mort, le neurone, il vit pendant 3 secondes et après c'est fini. Et nous, c'est pareil. Et donc, du coup, c'est de se considérer quand même comme étant partie intégrante d'un super organisme. Il y a un papier qui a été écrit par Nate Huggins qui va dans ce sens-là, qui essaie de voir comment l'écosystème humain peut être considéré et a toutes les propriétés d'un super organisme. Tu vois. Hmm. Et en fait, la métaphore, elle est là. Elle est de se dire, si on est un méta-organisme, un super organisme, la question, elle est comment on gère les flux d'informations qui nous traversent. À l'échelle humaine, il y a un truc qui s'appelle les biais cognitifs qui nous permettent de prioriser certaines informations plutôt que d'autres. Et encore une fois, si derrière moi, il y a un tigre qui rugit, d'un seul coup, j'ai beau être très intéressé par la discussion qu'on a là, ben je gérerai le tigre. Je ferai en sorte de me mettre à l'abri et n'importe quoi, mais en fait, il y aura un biais cognitif dans ma tête qui est bien fait. Il y a certains qui préfèrent l'appeler raccourci de la pensée. En tout cas, il y a un bon raccourci qui me permettra de dire cette info est plus importante que la discussion que là tu as avec Shaiman. Hmm. Et donc ça, c'est un bon raccourci de la pensée, un bon biais cognitif. Et d'ailleurs, la plupart de nos biais cognitifs sont très très bons. Dans 99% des cas, nos biais cognitifs nous priorisent la bonne information. Et bien aujourd'hui, les algos de recommandation, c'est la même chose qu'un biais cognitif, mais à l'échelle de l'humanité. Et pour le coup, eux, actuellement, ne priorisent pas du tout la bonne information, au sens de, ils ne donnent pas du tout la priorité à l'information qui nous met ou pas vraiment en danger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les algos de recommandation étaient bien faits en termes de... ils priorisent l'information qui met plutôt en danger le méta-organisme ou le super-organisme, ben, ils devraient massivement recommander les contenus qui parlent de changement climatique, d'intelligence artificielle générative et de leurs dangers et de leurs conséquences, de la cybercriminalité et de la cybersécurité, et beaucoup moins parler de chats, de Coupe du Monde de rugby ou ce genre de choses. Donc vraiment, il y a un problème. Aujourd'hui, on a aussi des manières, il existe déjà des manières de prioriser l'information à l'échelle mondiale. Ça s'appelle des algos de recommandation. Et bien, ils sont massivement mal conçus pour la pérennité de la société en tant que super-organisme. Et un des problèmes, notamment de ces algorithmes de recommandation, c'est toute la polarisation. Et
En quoi, en fait, est-ce que la polarisation t'effraie? Dans le sens où certains, je pense, pourraient se dire, bah finalement, est-ce qu'on n'a pas besoin de radicalité? Est-ce que finalement, est-ce que finalement toujours être dans la nuance, toujours être dans un truc non polarisé, c'est vraiment ça dont on a besoin actuellement? Ouais, franchement, ça c'est une vraie bonne question. Et du coup, je peux déjà introduire en sachant, en disant, je suis pas sûr. Tu vois, par exemple, tu vois, il y a des gens alors, je vais pas parler à Jean-Luc personnellement, mais Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a, a cette conviction que aujourd'hui, comme alors il l'a dit, hein, il a écrit très clairement, comme on est dans une époque pré-révolutionnaire, pour lui, il faut jouer la conflictualité. Et vraiment, il joue la stratégie du bruit et de la fureur. Hmm. Parce qu'en fait, pour lui, justement, et t'as même une manière très méta-organisme de le, de le, de l'imager. Imagine toi, par exemple, t'as le choix entre, tu vois, entre deux, t'es dans un dilemme, tu vois. Et d'ailleurs, ça a été vu, mais quand t'es face à un dilemme, tu as une sorte de deux circuits neuronaux différents qui sont activés dans ta tête. Hmm. C'est une sorte de polarisation en fait. Comme si tu avais deux pôles dans ta tête qui dit, il y a un pôle qui dit A, il y a un pôle qui dit B. Et en fait, avant de faire ton choix, tu te polarises autour de cette question-là, quoi. Donc, tu pourrais très bien dire, ben, c'est la polarisation, ça n'est que comment dire, l'introduction, ou en tout cas le présupposé à l'action. Mhm. Euh, et donc, oui, c'est vrai. Et je pense que justement le but du jeu, le but du jeu de la démocratie et du progrès, ça n'est pas de gommer les différences d'opinion, c'est de canaliser cette conflictualité. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est pour ça que ce qui est très très important, c'est lutter contre la polarisation affective et pas forcément la polarisation des opinions. C'est-à-dire qu'en gros, il y a deux types de polarisation, enfin il y a plusieurs types de polarisation, mais en gros, il y en a un gros, ça va être de dire des avis très très différents. Hmm. Tu vois, en gros, un spectre d'idées qui va de les seules vies qui sont importantes, c'est la vie de ma famille, tu vois, donc une vision très clanique des choses, et des gens qui vont avoir un truc, la philosophie antispéciste, qui vont dire toutes les vies et toutes les vies sentientes sont importantes. Tu vois. Hmm. Donc là, tu as un spectre d'idées qui est quand même très large. Okay. Et ça, tu vois, c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que bah, c'est quelque part, est-ce que c'est pas le débat d'idées, et quand tu es face à des gros dilemmes, bah, tu es obligé d'avoir ces polarités et les gens qui se mettent dans différentes catégories, donc pourquoi pas. Non, moi, ce contre quoi je vais me battre vraiment, c'est la polarisation affective, qui est de dire à quel point je haïs la personne qui a des idées différentes des miennes. Hmm. Et ça, c'est juste entre guillemets, pour moi, il faut minimiser cette polarisation-là, cette polarisation affective, à quel point je hais les gens qui ont des opinions différentes que moi. Parce qu'en fait, cette polarisation affective-là, c'est elle qui permet les drames humains et bah, les génocides et les guerres où tu t'en fiches de la vie des autres parce qu'en fait tu considères qu'ils sont plus des humains ou qu'ils sont plus ou que leur vie est plus digne de, 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 de considération, etc., etc. Donc en ce sens-là, je pense que celle-là, elle est très très dangereuse. Et alors répète-moi ma question pour que j'y réponde de manière plus claire. C'était un petit peu en quoi la polarisation t'effraie finalement. Mais voilà, bah, en fait, la polarisation affective, ce qui s'appelle affective polarization en anglais, elle m'effraie parce que c'est elle qui va permettre des drames humains et des génocides. Et juste, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Hmm. Voilà, parce que pour le coup, c'est juste.
c'est juste ma morale à moi de me dire que effectivement minimiser les souffrances et les drames humains, ça me paraît être une boussole pas trop déconnante. Mhm. Et je pense que un truc qui est intéressant aussi, c'est que on peut être finalement très radical, voire même très extrême dans un certain type de pensée, et malgré tout comprendre l'autre en fait. Non. Si tu demandes à quelqu'un d'écolo de dire ah ben mets-toi à la place de quelqu'un qui l'est pas du tout, qui est contre les écolos et tu vas me tenir son discours, à quel point la personne est capable de vraiment se mettre à la place, de ressentir ce que cette personne ressent et de comprendre son discours. Et ça, j'ai l'impression que pour le coup, c'est une capacité qui se perd et qui, pour le coup, est vraiment Ouais. dommage parce que typiquement, on peut être très radical tout en ayant ça en fait. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, tu as des gens qui sont vraiment très de gauche, qui vont dire ah ben les personnes d'extrême droite, par exemple, c'est des personnes qui veulent l'épuration ethnique, qui sont extrêmement racistes, etc. Et puis les personnes d'extrême droite qui vont dire ah ouais mais ils sont fous, ils veulent les chars russes dans Paris ou je sais pas quoi. Alors que évidemment quand tu discutes avec quelqu'un d'extrême droite ou que quelqu'un d'extrême droite discute avec quelqu'un de gauche etc., bah tu te rends très vite compte en fait que les intentions qui poussent à avoir telle ou telle vision, c'est souvent des émotions finalement assez communes en fait. Ouais, et alors c'est pour ça que je pense que il faut lutter contre la polarisation affective Hmm. et pas forcément contre la polarisation des idées. Et Parce tu qu'en fait, penses que c'est vraiment on peut faire un découplage entre les deux? bah en fait, ouais, carrément, enfin, bah, par exemple, les dernières études que moi j'ai parcourues ont tendance à dire qu'il n'y a pas forcément ces dernières années de polarisation des idées. C'est-à-dire, en fait, le spectre des idées s'élargit pas tant. C'est-à-dire que les gens d'extrême gauche sont pas plus. Enfin, tu vois, l'extrême gauche, il s'est pas étendu vers la gauche et l'extrême droite, c'est pas forcément étendu vers la droite. Par contre, la polarisation affective augmente. Du Hmm. coup, c'est dangereux parce que c'est la mauvaise. C'est la polarisation dont je suis assez sûr qu'elle est mauvaise qui a augmenté ces dernières années, ouais. Mhm. Et oui, oui, moi je pense comme toi, hein, je pense que vraiment tu peux comprendre et ressentir et comprendre la logique de pensée de gens avec qui tu es fondamentalement en désaccord. Et ça Mhm. veut absolument pas dire que tu les excuses ou que tu justifies tout ce qu'ils font. Ça veut juste dire que tu reconnais que, en fait, à la base de toutes ces croyances et de tous ces raisonnements, etc., il y a des émotions et des manières de penser qui sont juste humaines et que tu partages avec ces gens-là, même si forcément, comme tu as des prémices différentes, ben, tu arrives à des conclusions différentes. Hmm. Ouais, puis même dans un objectif purement militant de faire advenir ta société idéale ou comme ça, je pense que comprendre l'autre et puis les réelles motivations qui le poussent à avoir les idées qu'il a, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Sinon, tu risques de, de mettre en place des politiques publiques ou bien d'avoir des discours en fait qui répondent à des contre-discours qui n'existent pas presque parfois, quoi. Ah ouais, Et- alors mais ça, c'est en fait, ça, c'est un vrai problème aussi des algos, je trouve, de recommandation, c'est qu'en fait, ce qui, ce qui te permet de t'identifier ou avec des opinions qui sont pas les tiennes, c'est deux choses. C'est soit de voir l'histoire de la personne, tu vois. C'est le fameux truc, tu sais, il y a un TEDx d'un type qui, je sais plus comment il s'appelle, il a un nom italien, à consonance italienne, tu pourras mettre le lien, je te l'enverrai, mais c'est un TEDx où en fait, c'est un jeune, enfin c'est un mec, quand il avait 14 ans, il était un peu perdu, il fumait un joint, et il y a un mec qui est arrivé qui a dit c'est les juifs qui veulent que tu fumes ce joint pour te rendre un peu amorphe, tu vois, avec un discours hyper antisémite. Et lui, en fait, est devenu derrière leader de groupes racistes antisémites aux États-Unis. Ok. Et après 10 ans dans ces trucs-là, il s'est rendu compte et depuis, il milite et il essaie de rencontrer des gens radicalisés pour les déradicaliser. Et en fait, quand tu entends son histoire, quand tu entends son parcours, en fait, le fait d'entendre son parcours et comment lui est tombé dans cette spirale, c'est une des manières de retrouver le côté humain
derrière tous les gens qui font des trucs abusés, racistes, antisémites, dans des groupes suprémacistes, par exemple. Hmm. Ça, c'est la première manière. Et celle-là, c'est pas ce genre de témoignages qui sont qui fonctionnent le mieux en termes d'algorithmes de recommandation. Donc en fait, les témoignages des vies et des gens qui ont des opinions que toi tu vas trouver abusées vont pas émerger dans ton fil d'actualité. Et la deuxième manière de faire commun avec des gens qui pensent pas comme toi, c'est d'avoir la bonne vision, pas la bonne, mais la vision la plus intelligente d'une idéologie. Par exemple, moi, disons que je suis hyper progressiste. Dans les visions dans les opinions conservatrices que je vais voir apparaître dans mon fil d'actualité, ça va être toujours les visions les plus bêtement conservatrices qui vont apparaître. Et la vision qui peut être intelligente d'un conservatisme, je vais jamais la voir apparaître en fait, parce que c'est pas elle qui va émerger des algos de recommandation, parce que c'est pas elle que moi et tous mes petits copains hyper progressistes, on va pouvoir partager en disant oh regardez comme ils sont cons dans l'autre camp. Et inversement, c'est symétrique. Et du coup, ces deux choses font que le manque de viralité des témoignages, etc., et le manque de viralité des visions intelligentes font qu'en fait, on se retrouve à toujours taper sur une caricature du camp d'en face. En fait, il émerge des algos de recommandation un nombre de pailles généralisé du camp d'en face. Parfait. Bah, du coup, pour passer à la fin, la question fatidique. Si tu avais un micro dans la main, que tu étais sur une scène et que tu avais l'humanité entière face à toi, que tu pouvais leur transmettre un message en quelques minutes, qu'est-ce que tu leur dirais? Quel message tu aimerais leur faire passer? C'est une question compliquée, encore une fois, mais tu l'avais donné avant, donc j'y réfléchi 2 secondes. Déjà, je me suis dit, je parlerai anglais, parce qu'après, c'est sûrement la meilleure manière de toucher tout le monde, et c'est vraiment là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu as tout le monde face à toi, forcément, t'as pas le même discours que si tu as une catégorie bien, bien spécifique. Mais là, je sais que j'ai pas quand même tout le monde en vrai. En vrai, j'ai l'audience du futurologue. Non, mais je pense que en gros, moi, mon message principal. En gros, le message principal qu'on te donne est souvent en lien avec ce qu'on considère qui est pas assez couvert. C'est-à-dire que tu peux avoir un message que toi, tu trouves le plus important au monde, mais tu dis, celui-là est déjà dit, donc, tu vois. Pour moi, le concept qui est pas assez développé, de manière générale, c'est ce truc-là de on est tous interdépendants, quoi. Et si tu veux, vraiment pour moi, le message principal, c'est qu'on a passé un seuil où en gros, on doit tenir compte de cette interdépendance au niveau global. Et on n'a pas d'autre choix que d'être aujourd'hui une forme de globaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si l'espèce humaine n'avait pas des conséquences planétaires. Et donc en fait, de ne pas reconnaître qu'il faut qu'on ait une forme d'organisation au niveau mondial pour gérer quelque chose comme les conséquences climatiques ou les conséquences des algos de recommandation, pour moi, quelque part, c'est prendre pour acquis ou être défaitiste quant aux drames que ça va générer. Et les drames que ça va générer, c'est vraiment des drames de l'ordre des génocides énormes, des pandémies énormes, des migrations avec une souffrance humaine incommensurable. Donc on est obligé aujourd'hui d'adresser cette question de comment on a une manière globale de gérer les conséquences de l'humanité. Et tu vois, Harari, il a une phrase qui est bonne, moi je trouve, alors je cite de mémoire, mais en gros il dit « Un bon nationaliste aujourd'hui, il est globaliste en fait. » C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, même si tu es hyper individualiste, même si tu es hyper égocentrique, que tu penses qu'à ta gueule. En fait, si tu prends en considération ton interdépendance, tu dois penser à tous les autres et à toute la manière dont les humains ils décident ensemble et la manière dont ils appliquent leurs trucs. Parce qu'en fait, on est interdépendant de ça. Enfin, tu vois, pour moi, là, le message, c'est de dire, en fait, là, on est à la phase où, en gros, tu sais comment les organismes unicellulaires, ils se sont mis à fonctionner en organismes multicellulaires.
parce que en fait c'était la meilleure stratégie à un moment. Et en fait, à un moment, quand tu atteins un certain degré d'interdépendance, tu peux pas juste dire ah non mais moi je reprends mon indépendance. Ça marche pas en fait. Tu es obligé de te battre pour que l'organisme multicellulaire y survive. Tu vois. Et je pense que ça, c'est une manière de voir les choses qu'on a tout intérêt à répandre un petit peu plus parce que je pense qu'elle nous permettrait de faire des arbitrages un petit peu différemment que la manière dont on pratique nos arbitrages aujourd'hui, de se rendre compte à quel point on est interdépendant, quoi. Tout à fait. Voilà. Merci Jolo. Bon, c'est bon. Ben, merci à toi. Hein. C'était hyper sympa de discuter avec toi en tout cas. Yes, fantastique. Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.